de longue date de la part de Volodymyr Zelensky et de l'Ukraine. Joe Biden, après plusieurs mois de demandes pressantes, a donné son accord pour utiliser les missiles longue portée américains ATACMS. Et on vous demande aujourd'hui votre avis sur le site du Figaro. Est-ce que vous approuvez le feu vert donné par Biden à l'Ukraine pour utiliser des missiles américains sur le territoire russe? Pour en parler, je suis avec Nicolas Barotte. Bonjour Nicolas. Bonjour. Journaliste international spécialisé des questions de défense. On parlera bien évidemment de cette question et aussi de savoir ce que ça pourrait changer, ces missiles. Déjà, pour revenir un peu sur le contexte, Joe Biden a décidé de livrer ces missiles et c'est une nouveauté dans cette guerre. C'est une nouveauté. Alors, une prudence quand même à prendre tout de suite, c'est que ça n'a pas été confirmé officiellement. On a eu des indiscrétions dans la presse américaine, New York Times et Washington Post, pour dire que la Maison-Blanche avait levé les restrictions d'emploi de ces missiles de longue portée sur le territoire russe. Mais il reste quand même encore beaucoup de précisions qu'on n'a pas. C'est la portée exacte des missiles qui sont autorisés, la région où l'Ukraine peut frapper. A priori, c'est plutôt dans la région de Koursk. C'est là où les Ukrainiens avaient mené une offensive victorieuse il y a quelques semaines. Là, aujourd'hui, ils sont dans une sorte de poche. Les Russes voudraient reprendre ce territoire perdu. Donc, on comprend que les Américains, par ce geste, veulent aider, si c'est possible, les Ukrainiens à tenir la position et donc à ralentir la Russie et potentiellement à être en meilleure position pour des négociations dont on sent bien qu'elles vont arriver incessamment sous peu. Oui, alors on va parler de tout ça bien évidemment. Vous le disiez, quelle est la particularité de ces missiles finalement? Jusqu'où peuvent-ils frapper? Pourquoi sont-ils en fait si importants que ça pour l'Ukraine? Alors ce sont des missiles qui peuvent avoir une portée entre 80 et 300 km. Sans doute que c'est plutôt la portée inférieure qui est accordée. Ce sont des missiles qui ont une capacité de destruction qui est assez importante, que ce soit par des charges unitaires ou des sous-munitions. Et donc ça permettrait à l'Ukraine de toucher des cibles à haute valeur, que ce soit des plots logistiques, des bases, des regroupements de troupes. Jusqu'à présent, l'Ukraine était autorisée par les Américains à employer de l'artillerie, portée donc beaucoup plus courte sur le front, sur le territoire russe. Et sinon, les Ukrainiens avaient recours à des drones pour toucher dans la grande profondeur russe. Mais les drones sont plus lents et moins destructeurs. Donc, avec cette capacité ATACMS, les Ukrainiens ont une carte en plus à jouer sur le front. Alors, ce n'est pas la carte magique, mais ça leur ouvre des possibilités. Oui, et la question aussi, c'est de savoir est-ce que ces missiles sont plus facilement, est-ce qu'on peut ils sont plus compliqués à défendre contre ces missiles, ils sont plus compliqués à exploser en vol. Oui, bien sûr. Alors, là encore, il faut être lucide. C'est-à-dire que sur le territoire ukrainien, donc la partie occupée par les Russes, les Ukrainiens avaient déjà recours à ATACMS depuis plusieurs mois. Et donc, les Russes ont appris à contrer ces attaques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dispersé leur logistique, ils ont dispersé leurs PC, ils les ont rendus redondants. Donc, c'est plus dur d'avoir un effet stratégique. Et surtout, ce sont des missiles qui sont guidés par GPS. Et le brouillage sur le front ukrainien fait que ces missiles sont parfois moins précis et que les Russes ont aussi appris à les intercepter. Donc, c'est un pas important symboliquement. D'ailleurs, on en parle, ça a du sens, mais c'est pas l'arme magique qui va tout changer. Malheureusement pour l'Ukraine, ça ne changera pas fondamentalement le rapport de force sur le front. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que pourrait frapper? Vous le disiez, il y a des cibles à en fait 300 km de profondeur, c'est des bases militaires, des choses comme ça? C'est ça. Donc, au moment où la Russie avait lancé son offensive sur Kharkiv il y a quelques mois déjà, les Occidentaux avaient autorisé les Ukrainiens à riposter donc, en territoire russe, parce que les Russes, compte tenu de la profondeur géographique, massaient des troupes de l'autre côté de la frontière, en disant « nous ne sommes pas attaquables puisque c'est la Russie », et ils lançaient leur opération. C'était effectivement très désavantageux pour les Ukrainiens. Donc, les Occidentaux ont autorisé l'Ukraine à frapper les positions de tir adverses, là où les Russes regroupaient leurs soldats. La limite, c'était on ne touche pas aux bases, aux sites plus stratégiques. Là, on sent bien que les limites un peu se desserrent, que l'Ukraine pourra frapper et déstabiliser plus profondément la Russie. Mais là encore, c'est par exemple, il y a des bases aériennes dans la région qui seraient à portée de tir
Sauf qu'on se rend bien compte qu'entre hier soir et maintenant, la Russie a dispersé ses avions et qu'il n'y a plus rien à toucher stratégique. Donc ça peut gêner les Russes à nouveau si on touche ces bases, mais ça ne changera pas la capacité de frappe aérienne, par exemple, de la Russie sur le front ukrainien. Alors, d'ailleurs, la Russie a réagi, on imagine. Comment ont-ils réagi comment le Kremlin a réagi à cette annonce ? Comme d'habitude, c'est qu'en accusant l'Occident de surenchère, en menaçant de toutes sortes de représailles. Alors là aussi, il ne faut pas non plus se laisser prendre par cette rhétorique-là. C'est que depuis le début de la guerre en Ukraine, donc depuis quasiment 3 ans maintenant, l'Occident a successivement franchi des étapes qui étaient censées être escalatoires. C'était livrer des chars, c'était livrer de l'artillerie, c'était livrer des avions, etc., etc., etc. Ça n'a pas déclenché la Troisième Guerre mondiale. Donc là encore, ça ne déclenchera pas une riposte, une surenchère massive. À ceci près, et là, ça, les Américains sont très attentifs là-dessus, c'est que la portée de cet AKMS ne permettra pas à l'Ukraine d'aller frapper les grandes villes. Il est hors de question pour les États-Unis d'aller frapper Moscou, par exemple. Ça, c'est pas possible. C'est totalement interdit. Et donc, les Américains sont toujours très prudents pour quand même garder un œil. Et d'ailleurs, pour toutes les frappes qui auront lieu dans la profondeur russe, il y aura toujours une forme de blanc-seing quand même américain, parce que pour le ciblage, pour rentrer les coordonnées, c'est très compliqué. Il faut quand même un dossier d'objectifs, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, qui est constitué par les Occidentaux. Et donc, à un moment donné, ils pourront dire ça, on ne valide pas. C'est d'ailleurs ce que disait Vladimir Poutine, je crois. En fait, il dit que ce sont les membres des forces occidentales qui vont rentrer eux-mêmes, qui vont lancer les missiles. Oui, parce que lui, il joue justement de l'ambiguïté pour accuser l'Occident de surenchérir, pour faire peur aux opinions, pour que justement les opinions occidentales disent à leurs gouvernants il faut arrêter, etc. etc. En même temps, on va être très clair, si on veut que l'Ukraine se défende, il faut lui donner des moyens. Et donc lui fournir un appui en renseignement, c'est très pertinent pour rendre ce combat un peu moins déséquilibré. Mais c'est vrai que pour des équipements très technologiques aussi, très modernes, il y a forcément un petit peu d'appui ou d'aide qui se fait de la part des Occidentaux. Il faut être aussi lucide là-dessus. Alors pourquoi Biden aujourd'hui fait cette annonce ? Alors cette annonce, on l'a dit, c'est pas une annonce officielle, c'est par des sources, mais en général tout ça est quand même assez codifié. Pourquoi le faire maintenant ? Alors, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Quel est le sens de faire ça maintenant? Alors évidemment c'est trop tard, c'est ce qu'on peut dire en Ukraine, il aurait mieux de faire ça plus tôt. Donc il y a toutes ces réticences occidentales depuis le début, fait que chaque décision prise arrive trop tard en réalité. Il y a ensuite la possibilité de le faire maintenant, tant que Joe Biden est encore à la Maison-Blanche jusqu'en janvier, donc il a le moyen de le faire, c'est un peu sa dernière carte. Et puis surtout, sans doute, qui fait ça pour contrecarrer les plans de Donald Trump, qui, lui, assure, on ne sait pas trop comment, qu'il mettra fin à la guerre en Ukraine, qui va ouvrir des négociations. Tout le monde se dit que ce seront des négociations au désavantage de l'Ukraine. Donc pour compliquer un petit peu ce jeu et éviter que Donald Trump puisse imposer ses vues binaires sur le front, on donne un élément supplémentaire aux Ukrainiens qui permettent de mieux négocier s'ils ne reculent pas sur la ligne de front, qui permettront un peu de surenchérir et donc éviter que la guerre se gèle à leur détriment, même si, une nouvelle fois, on bien se rendre compte qu'en 2025, la guerre va changer de nature, parce que les Ukrainiens comme les Russes sont épuisés, ça va se geler, et l'aide américaine va sans doute un peu se limiter, puisque c'est la position de Donald Trump il va jouer sur ce levier pour essayer d'imposer aux Ukrainiens une négociation, donc une perte de territoire. Oui, finalement, de la part de Biden, on donne une carte supplémentaire à l'Ukraine pour qu'au moment des négociations, ils aient dans leur jeu, en tout cas, un moyen en plus de négocier. C'est quelque chose que Donald Trump n'aura pas fourni, sans doute, aux Ukrainiens. Donc, Joe Biden leur laisse cette possibilité pour éviter qu'il ne soit que dans la main de Donald Trump, même si, une nouvelle fois, c'est quand même la Maison-Blanche qui donnera le tempo l'année prochaine sur les négociations ou la suite du conflit en Ukraine. Est-ce que les Européens vont suivre ? On le sait, depuis le début du conflit en Ukraine, souvent c'est les Américains qui
abaisse des barrières d'aide et les Européens s'y engouffrent et continuent leur emboîtent le pas. Est-ce que là, ce sera le cas aussi? Alors, les Européens sont divisés sur ce type de questions. On voit bien que les Allemands, par exemple, sont très opposés aux frappes dans la profondeur. Ils n'ont pas voulu livrer des Taurus, donc des missiles de longue portée, contrairement aux Français et aux Anglais qui ont fourni depuis pas mal de temps maintenant des Scalp et des Storm Shadow. C'est le même missile, mais c'est pas le même nom. Londres, comme Paris, étaient plutôt favorables à lever les barrières pour permettre à l'Ukraine de frapper en Russie. Pourquoi ? Parce que la sécurité de l'Europe, elle se joue là, et donc les Européens ont plutôt intérêt à ce que l'Ukraine gagne la guerre. Mais le Royaume-Uni, comme la France, n'ont pas politiquement les marges de manœuvre nécessaires pour donner l'autorisation sans avoir l'aval américain. Donc, est-ce que maintenant ça peut changer ? Peut-être, c'est possible. À ceci près, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la portée, c'est que Scalp et Storm Shadow ont une portée un peu supérieure aux attaques MS, et donc il faut faire attention à ce que ce ne soit pas non plus que le risque d'escalade, de frappe, ne soit pas beaucoup plus réel finalement. De cible vraiment stratégique fondamentale pour la Russie, soit pas en cause. Parce que si jamais les Ukrainiens cherchaient à frapper des cibles stratégiques, disons Moscou, parce que c'est l'exemple le plus parlant, ça serait vraiment quelque chose, une ligne rouge totale pour la Russie. Donc ça, même les Français et les Anglais ne sont pas du tout favorables à ce type d'escalade. Donc ils sont prêts à aller un peu plus loin. La limite, c'est le soutien américain. Et l'autre problème, c'est les stocks. C'est qu'objectivement, des Scalp et des Storm Shadow, il n'y en a plus. Et donc, il semble que les Ukrainiens n'en ont plus beaucoup non plus, parce que les quantités livrées étaient très limitées. Et donc, même si on autorisait des frappes, il ne pourrait pas en tirer beaucoup puisqu'il ne reste pas. Il ne reste pas beaucoup de missiles. On va revenir à notre question du jour. Approuvez-vous le feu vert donné par Biden à l'Ukraine pour utiliser des missiles américains sur le territoire russe ? Plus de 60% des internautes du Figaro l'approuvent. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça me surprend parce qu'il faut donner à un moment donné aux Ukrainiens les moyens de se défendre. C'est que soit on considère que cette guerre elle est existentielle quasiment, qu'elle engage la sécurité de l'Europe. Si on considère en plus que Vladimir Poutine n'a pas l'intention de s'arrêter là, y compris en Ukraine, il veut continuer autant que possible. Si on dit ça, il faut donner aux Ukrainiens les moyens de se battre, même si c'est limité, même si c'est pas suffisant, même si c'est trop tard, il faut quand même le faire. Est-ce que il y a eu d'ailleurs, Volodymyr Zelensky a dit ce week-end une possible fin des combats en 2025 avec des négociations. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. Vous en parliez tout à l'heure. C'est une éventualité à laquelle il faut s'attendre aujourd'hui. Oui, c'est même plus qu'une éventualité. C'est que la guerre dure depuis 3 ans. C'est très long. Les deux camps ont perdu énormément de soldats. Ce poids est plus fort pour l'Ukraine, qui est démographiquement plus petite. Donc, on ne pourra pas continuer. Ils ne pourront pas continuer ainsi éternellement. Pour l'Ukraine, c'est très évident, mais même pour la Russie, même si la Russie s'est mise en économie de guerre, même si elle a une profondeur démographique qui est beaucoup plus importante, c'est une guerre qui lui coûte cher, qui est lourde. Donc, sans doute que Poutine voudra aussi à un moment donné faire une pause. Il ne veut pas s'arrêter là, c'est plutôt il veut geler le conflit, faire une pause avant de faire autre chose. Donc son intérêt, c'est de le geler le plus tard possible. Oui, parce qu'en ce moment même, les troupes russes progressent en Ukraine. Ils ont une stratégie de grignotage, donc ils avancent très lentement pour prendre kilomètre par kilomètre, quasiment, tranchée par tranchée. Mais ce grignotage, il permet malgré tout à la Russie d'engranger des gains, parce que l'objectif qui est dit par la Russie, c'est de prendre le Donbass. On n'y est pas encore d'un point de vue russe. Donc ils peuvent continuer encore quelques temps avant de déclarer qu'ils ont reconquis le Donbass. Et que le conflit soit gelé à ce moment-là, en récupérant cela. Très bien, merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous les internautes du Figaro d'avoir été nombreux à nous suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Continuez de suivre l'information